Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire Batadapt Batadata Territoire. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter comment nos outils permettent de faire une analyse de risque climatique pour le secteur de l'immobilier et pour les territoires. Je suis aujourd'hui présente avec Pauline Villain-Carlotti, chef de projet adaptation et en charge de la plateforme Resilience for Real Estate, où sont abrités les deux outils dont on va parler aujourd'hui. Et moi-même, Morgane Moulier, chef de projet sobriété carbone adaptation à l'OID. Pour aujourd'hui, l'ordre du jour qu'on avait prévu, c'était de commencer par une introduction assez rapide pour vous présenter d'abord l'observatoire pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. J'essaierai d'être assez brève afin de garder du temps pour la suite, qui est un peu le cœur de notre intervention. Toujours dans cette introduction, on va également vous présenter pourquoi on a décidé de faire cet outil d'analyse de risque climatique, d'abord pour le secteur de l'immobilier et ensuite pour les territoires. Et enfin, on va revenir brièvement sur la méthodologie du calcul de risque climatique. L'Observatoire de l'immobilier durable, on va commencer par là. L'OID, c'est une association indépendante qui a été créée en 2012 à but non lucratif. Elle a trois missions principales qui sont le partage de connaissances, l'intelligence collective et la transition écologique. Tout d'abord, le partage de connaissances. Nous mettons à disposition un centre de ressources Taloen qui est ouvert à toutes et tous et qui contient à la fois des études, des baromètres, des articles pour faire progresser le sujet de l'écologie dans le secteur de l'immobilier. Et on produit par exemple des baromètres sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments, sur l'immobilier responsable. On produit des décryptages réglementaires et également des outils qui vont être plutôt hébergés sur notre plateforme rare, Resilience for Real Estate, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Notre deuxième mission, c'est l'intelligence collective. Le but, c'est d'identifier et de partager les meilleures pratiques de l'immobilier durable. Pour nos membres, on organise des groupes de travail et des ateliers afin de créer des espaces d'échange entre les acteurs de l'immobilier. Et ouvert à un public plus large, on organise également des conférences et des webinaires, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et toujours pour les membres, on organise aussi des visites de sites qui sont destinées à faire connaître des bâtiments qui seraient particulièrement performants du point de vue de l'écologie. Enfin, notre dernière mission, c'est de renforcer les capacités des professionnels de l'immobilier en matière d'ESG. Et pour ça, on se positionne un peu en relais institutionnel, c'est-à-dire qu'on contribue aux réglementations pour qu'elles soient le plus adaptées au marché possible. Et de l'autre côté, on fait en sorte d'accompagner les professionnels de l'immobilier dans l'application des réglementations ESG. Voilà un petit peu pour nos trois missions principales. À l'OID, on est découpé en trois programmes. On a un programme bâtiment décarboné, un programme territoire résilient, dans lequel ce webinaire s'inscrit en particulier dans le groupe de travail adaptation au changement climatique, et un programme gouvernance et société. Vous voyez sur la slide les 9 groupes de travail qui sont accessibles à nos membres. Ça va de l'énergie à mesure à un groupe de travail sur l'eau, qui est le dernier né, et aussi beaucoup de travail sur la taxinomie européenne, qui est un sujet qui intéresse beaucoup nos membres en ce moment. On a également des programmes mécénés, on nous a remis 3 sur la slide. On a par exemple le programme ESREI qui vise à faire connaître les pratiques au niveau européen. Pouvoir partager à ce niveau, c'est intéressant aussi pour nos acteurs qui ont un portefeuille sur l'ensemble de l'Europe. Et ils peuvent partager leurs bonnes pratiques et les réglementations propres aux différents pays sur lesquels ils sont implantés. On a également un programme qui s'appelle BIG pour Biodiversity Impulsion Group, qui est axé sur la biodiversité, et un programme qui s'appelle BAP pour Batadapt Acceleration Program, qui vise à pérenniser l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, et qui est rejoint par des grandes entreprises du secteur. Enfin, je vous ai remis sur cette dernière slide de présentation nos membres. On compte aujourd'hui 133 membres répartis sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Ça va du promoteur, on a également des architectes, des gestionnaires d'actifs, des foncières, des bureaux de conseil, des bureaux d'études, etc. Toujours dans ce but de pouvoir discuter avec tous les membres de la chaîne de valeur dans un souci de partage de bonnes pratiques et de transparence. Voilà pour la présentation de l'OID. Toujours dans cette introduction, on voulait vous présenter rapidement pourquoi l'OID a historiquement conçu cet outil d'analyse des risques climatiques pour le secteur de l'immobilier. Cet outil, il a deux fonctionnalités principales.
Il a d'abord une fonctionnalité liée à la conformité réglementaire. Donc, cet outil permet de conduire des analyses de risques climatiques requises et de déployer des procédures préventives afin d'être conforme aux exigences de la réglementation. Donc, au niveau du reporting, par exemple au niveau de la taxonomie européenne ou de la loi énergie-climat, mais également pour des référentiels normatifs extra-financiers comme le GRES. Donc, c'est comme ça que les membres de l'OID utilisent l'outil Betadapt. Et on a également toute une partie pilotage opérationnel et stratégique. Donc là, ça va tout ce qui est l'accompagnement à la mise en place de stratégies d'adaptation différenciées selon les typologies d'acteurs et d'actifs, avec un maintien, avec pour objectif auprès de nos membres de la prise en compte de ces risques climatiques, le maintien de la valeur du portefeuille, le fait de dérisquer le portefeuille, le fait de répondre aux exigences des collectivités et enfin de pouvoir flécher les travaux d'adaptation vers les actifs les plus exposés aux conséquences du changement climatique. Voilà un petit peu les deux fonctionnalités principales qui nous ont amenés à créer cet outil d'analyse des risques climatiques. Et donc, les besoins qui nous ont été remontés quand on a commencé à travailler sur cet outil Betadapt, c'est d'abord que les indicateurs soient faciles à prendre en main, que les choix doivent être compréhensibles et enfin que la méthodologie soit transparente. Donc, toute la méthodologie qui est déployée dans l'outil Betadapt, mais sur la plateforme RAR en général, est disponible en ligne et totalement transparente. Au niveau de la couverture, on a récemment étendu Batadapt au niveau européen, parce qu'en fait, il y a beaucoup de nos membres qui ont un patrimoine européen, donc c'était important pour eux de pouvoir avoir des modèles d'analyse de risque climatique à cette échelle. Et enfin, une des fonctionnalités très importantes, c'est que les indicateurs ils doivent être comparables d'un bâtiment à l'autre pour qu'on puisse prioriser les actifs sur lesquels mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'était les trois besoins principaux qui sont la clarté, la couverture et la possibilité de comparaison. Et donc maintenant, on peut vous présenter comment, méthodologiquement, on appréhende à l'OID le risque climatique. Donc on se base en fait sur la définition d'un risque climatique du GIEC. Donc le risque, c'est l'intersection entre l'aléa, la vulnérabilité et l'exposition. Et donc nous, comment on applique cette définition au secteur de l'immobilier? C'est que on dit que le risque de l'aléa climatique, il dépend donc de l'exposition et de la vulnérabilité, ces deux paramètres qui sont très importants à prendre en compte. Donc l'exposition, en fait, elle va dépendre de l'adresse auquel est situé le bâtiment. Donc on va avoir à cette adresse un aléa climatique dont on va analyser la nature, l'intensité et la fréquence. Et on va également prendre en compte dans cette exposition d'autres facteurs environnementaux qui aggravent ou qui atténuent les effets de l'aléa. Donc, par exemple, sur cette carte, on voit l'îlot de chaleur urbain à Paris. On le sait, c'est un paramètre très important à prendre en compte lorsque on analyse le risque de canicule, puisque, par exemple, lors de la canicule de 2003, au cœur de Paris, on avait une différence de plus 10 degrés avec la périphérie. Donc voilà pour le côté exposition. Et donc on croise cette exposition à la vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, elle va dépendre de deux choses. Elle va dépendre de la sensibilité et des enjeux d'usage. Donc la sensibilité, on y répond, enfin on l'analyse via des critères techniques. Donc on va analyser les choix de construction, l'isolation, la couleur des parois, ce genre de paramètres. Et donc on va poser quelques questions à l'entrée dans l'outil pour pouvoir analyser la sensibilité du bâtiment. Et on va avoir également tout ce qui va être lié aux enjeux d'usage. On le sait, il y a des bâtiments, les bâtiments sont plus ou moins, enfin, les habitants et habitantes sont plus ou moins vulnérables au changement climatique en fonction de différents caractères socio-économiques. Dans le modèle de Batadapt, on prend en compte surtout l'usage du bâtiment. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si on a un entrepôt logistique avec sans besoin de réfrigération, on va avoir moins d'enjeux s'il y a une canicule que dans des bureaux où il va y avoir des personnes qui vont être particulièrement impactées. C'est pareil pour les hôpitaux, on a une vulnérabilité plus grande aux effets du changement climatique puisque c'est des personnes qui sont plus vulnérables, qui sont hébergées par ces bâtiments. Donc c'est un des paramètres qu'on prend en compte. Donc voilà un petit peu pour ce calcul et donc d'où viennent nos données. Donc pour l'exposition, on se base forcément sur les scénarios du GIEC pour le côté Batadapt. Donc on va observer l'évolution de la température. Ces scénarios du GIEC, ils font l'objet d'une descente d'échelle pour différents indicateurs. Donc il y a différents indicateurs qu'on peut observer
plusieurs horizons temporels et pour plusieurs scénarios sur l'outil. Donc, ces indicateurs, ils sont issus de l'ADRIAS, de Météo France, mais aussi de l'Atlas interactif du GIEC et de Copernicus pour l'échelle européenne. Donc ça, c'est pour tout ce qui est indicateur d'exposition. Et pour les facteurs environnementaux qui sont pris en compte dans l'outil, leur prise en compte, elle est liée à un projet de recherche qui s'appelle Inclibati. Donc, vous aurez la slide à la fin du webinaire et vous pouvez également le consulter sur notre centre de ressources Taloen. Et donc, ce projet de recherche, il avait pour objectif d'identifier tous les facteurs de vulnérabilité des territoires qui font que la proximité immédiate du bâtiment va influer sur la réponse à l'aléa climatique. Donc, pour ça, on a développé plusieurs fiches et on a fait un inventaire des bases de données disponibles qu'on pouvait ajouter à l'outil pour perfectionner notre modèle d'analyse de risque. Et enfin, je voulais revenir brièvement sur la vulnérabilité du bâtiment. Donc, comme je l'ai dit, à l'entrée dans l'outil, on a la possibilité de remplir différentes caractéristiques sur le bâtiment pour préciser l'analyse de risque climatique. Et donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran de notre matrice pour l'aléa chaleur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a construit via des simulations thermiques dynamiques qui nous ont permis d'analyser quelles propriétés du bâtiment influaient sur sa réponse à des périodes de canicule. Donc tout ça, c'est tous les facteurs qui sont pris en compte dans l'outil lorsque vous voulez faire une analyse de la vulnérabilité de votre bâtiment à la chaleur. Donc c'était un petit peu pour revenir brièvement sur comment étaient construits nos modèles. Et donc maintenant, pour entrer dans le cœur du sujet, on va vous présenter la plateforme Batadapt en tant que telle. Je laisse la parole à Paul. Merci Morgane. Par contre, tu vas devoir passer les slides. Voilà, super. Donc, vas-y. Alors, on va vous parler principalement de Batadapt et de Batadapt Territoire, mais on va revenir rapidement sur la plateforme RAR. Donc, la plateforme RAR, c'est la plateforme numérique qui héberge l'intégralité des outils qui sont développés par l'OID et dont l'objectif est de permettre une aide à la décision pour l'analyse de la résilience aussi bien aux enjeux climatiques qu'aux enjeux de biodiversité des bâtiments et donc des territoires. Le fonctionnement de tous les outils est relativement similaire et donc propose d'emblée une cartographie des risques et des enjeux qui permettent donc d'anticiper les grands enjeux du développement durable et de l'immobilier durable. Ensuite, nous avons le volet diagnostic de risque qui permet de développer l'expertise, donc là qui va être focus en fonction des différents niveaux et objets qui sont analysés par rapport toujours au bâtiment et au territoire. Et le troisième axe d'analyse, ce sont donc les recommandations d'action, parce que nos outils visent à devenir des outils opérationnels et donc permettent le pilotage de stratégies d'amélioration de la résilience à différentes échelles. Donc les deux outils dont on va parler, ce sont Batadapt, Batadapt qui permet l'outil d'analyse de risque climatique pour les bâtiments, Batadapt Territoire, qui est donc, comme l'a dit Morgane, le jumeau, mais à destination des collectivités territoriales, donc avec un focus davantage sur les équipements, les infrastructures et les réseaux. Et le troisième outil que vous pouvez avoir sur la plateforme RAR, c'est donc Biodibat, qui est l'outil d'analyse des enjeux de biodiversité pour les bâtiments. Batadapt et Batadapt Territoire ont des indicateurs à peu près similaires sur lesquels on va pouvoir revenir par la suite. Biodibat, lui, a des indicateurs qui lui sont propres et qui sont travaillés avec d'autres partenaires scientifiques et techniques que pour l'équipe Batadapt. Aujourd'hui, pour la plateforme RAR, elle est accessible à tous. Tous les outils sont accessibles à tous en open access pour une version à un bâtiment, c'est-à-dire que vous avez la cartographie des risques et des enjeux, le diagnostic possible pour n'importe quelle personne pour un bâtiment et des recommandations d'action adaptatives de manière un peu générique. Pour avoir les fonctionnalités qui sont plutôt liées à suivi et gestion de bases de données et pilotage de plans d'action, ce sont des fonctionnalités qui sont en revanche réservées aux membres de l'OID ou aux personnes disposant d'un compte dit freemium qui est créé sur demande, qui est lui aussi gratuit, mais il faut pour cela s'inscrire et avoir donné quelques informations pour pouvoir permettre le traitement et d'avoir une mini base de données à 10 bâtiments. Voilà, pour la présentation générale de la plateforme, si tu peux passer à la suite.
Alors, on vient d'expliquer que le fonctionnement était générique pour l'ensemble des outils. Pour Batadapt, vous avez donc dans le premier volet qui est la cartographie, une cartographie des risques. Pour le moment, nous traitons, nous avons prévu de traiter 8 aléas dans le cadre de la taxinomie européenne. Donc, on a fait une sélection en fonction des aléas qui étaient plus strictement liés à des enjeux climatiques. Actuellement, sur la plateforme, vous pouvez avoir une cartographie et des analyses pour les aléas chaleur, précipitation et inondation, grand froid, sécheresse et RGA, et depuis très récemment, l'aléa feu de forêt. On est en phase de recherche et développement sur la partie submersion dynamique littorale, avec des problématiques d'accès à des données à des échelles qui pourraient être pertinentes pour l'analyse du risque pour le bâtiment, et également sur tout ce qui est tempête et vent violent, avec potentiellement le développement d'un nouveau module ou surtout d'une nouvelle échelle d'analyse pour Batadapt à l'échelle des DOM-TOM, en travail avec l'ADEME de Martinique. Donc pour le moment, ce sont des discussions qui sont en cours pour intégrer de nouveaux aléas. Le diagnostic de risque sur le bâtiment et le patrimoine, il se déroule de la manière dont vous a présenté Morgane tout à l'heure d'un point de vue de la méthodologie. Vous avez des analyses d'indicateurs d'exposition et des indicateurs de vulnérabilité avec, à la fin, in fine, une analyse croisée qui est donc la conjonction de l'exposition liée à votre adresse et des vulnérabilités liées aux critères techniques, mais aussi aux enjeux d'usage qui auront été préalablement rentrés dans la base. Et à partir de cette première évaluation donc cartographique et de ce diagnostic, des recommandations d'action vous sont présentées pour permettre de mettre en place un plan d'action. Ces recommandations d'action, elles s'appuient sur le guide des actions adaptatives publié dans sa nouvelle version par l'OID en janvier 2024. Il y avait un précédent guide qui a donc été mis à jour avec comme nouveauté un focus sur les maladaptations pour penser un peu le bâtiment et sa résilience dans une vision systémique, et donc essayer d'éviter aussi les mauvaises idées qui pourraient entraîner des reports de vulnérabilité spatiale ou temporelle. Et donc ces recommandations d'action, elles sont spécifiques à chaque aléa et surtout chaque niveau de risque par rapport à ces aléas. Est-ce que tu peux passer à la suite, Morgane, s'il te plaît? Pour rentrer un peu plus dans ce qu'on peut avoir en termes de cartographie, donc sur le volet cartographique de Batadapt, c'est pas simplement des indicateurs, on utilise principalement des données publiques pour le moment, mais on n'est pas simplement un aspirateur à données publiques, donc il y a des traitements cartographiques qui sont faits, des constructions d'indicateurs à partir des données qu'on peut avoir, notamment sur la DRIAS pour l'échelle France, mais aussi sur Copernicus pour l'échelle européenne. Ces cartographies, elles sont prospectives pour certains indicateurs. Elles se fondent donc sur les scénarios du GIEC que vous a présenté Morgane tout à l'heure, que nous, on a renommé pour une question pédagogique en ambitieux, qui correspond au RCP 2.6. Donc, autant dire que cette trajectoire et ce scénario n'aura sans doute pas lieu. Intermédiaire qui correspond au 4.5 et au scénario business as usual, qui va devenir un peu notre trajectoire de référence dans le cadre de la TRAC, et qui correspond donc au scénario le plus pessimiste pour la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Vous avez également la possibilité de faire varier les cartographies à différents horizons temporels, donc à ne pas confondre avec les scénarios d'émission du GIEC. Ces scénarios temporels, vous avez 2020 qui est donc la cartographie à date, et vous pouvez avoir une première analyse prospective à 2030, 2050, 2070 et 2090 pour évaluer donc l'évolution des indicateurs dans le temps. Vous avez donc ce qui vous sont représentés ici, par exemple, le type d'indicateurs qu'on peut mettre à votre disposition. Pour vague de chaleur, on va avoir le nombre de jours avec une température supérieure à 33 degrés. Pour les inondations, vous pouvez avoir des indicateurs non prospectifs également. Par exemple, le niveau de risque dans les zones sujettes aux remontées de nappe. Donc là, vous n'aurez pas d'évolution temporelle. Vous avez simplement une cartographie fixe puisqu'on est sur un indicateur qui est territorial et qui n'est pas prospectif.
prospectif. C'est de la même manière pour le niveau de risque de retrait-gonflement des argiles, qui est donc là un indicateur combiné entre l'état des lieux de la géologie du sol avec le taux d'argile, mais également qui prend en considération la sinistralité au risque de retrait-gonflement des argiles pour établir une cartographie de zonage sur le niveau de risque à l'échelle de la France. Et de la même manière, vous pouvez avoir des indicateurs territoriaux comme les hauteurs d'eau. Donc, on a une grande variété d'indicateurs qui sont soit non prospectifs et territoriaux, soit prospectifs et évolutifs dans le temps et en fonction des scénarios du GIEC. Est-ce que tu peux passer à la suite? Ça, c'était pour la partie cartographie. Donc, quand on arrive sur l'aspect diagnostic du bâtiment, vous allez avoir plutôt, on va sortir de l'aspect strictement cartographique et on va avoir des indicateurs avec des représentations graphiques qui sont hétérogènes et plusieurs cartouches vous sont présentées. Donc, on reste toujours sur l'analyse. Donc, c'est vraiment notre matrice conceptuelle, exposition, vulnérabilité, analyse croisée. Donc, c'est ce qui va se représenter pour vous à l'écran. Vous allez avoir ici, c'est l'exemple de l'analyse pour l'aléa chaleur. Le volet gauche, c'est donc l'exposition climatique d'un bâtiment. Vous avez en premier lieu un indicateur de gestion de risque qui est un gradient allant de très faible en vert à très fort en très rouge. Et donc ça, c'est un indicateur de gestion de risque à une seule date, donc 2050, et pour le scénario le plus pessimiste, donc business as usual, soit le RCP 8.5. Cet indicateur de gestion de risque a une visée opérationnelle, c'est-à-dire que quand on est un gestionnaire de patrimoine, le but, c'est de pouvoir prioriser ces stratégies d'adaptation à l'échelle d'un parc. Et cet indicateur donc vous permet de prioriser les bâtiments qui vont être à traiter d'abord, par exemple ceux qui sont en très fort ou en fort, ça dépend donc de l'exposition générale de votre parc, par rapport à ceux qui seraient plus faibles. Donc c'est vraiment un indicateur qui a une visée opérationnelle et qui est quand même le fruit d'un couplage de différents indicateurs qui sont les données que nous aurons pu récolter en amont, dont on parlait tout à l'heure à l'Adrias ou à Copernicus, selon l'échelle qui est considérée. Le deuxième indicateur qui vous est proposé est un indicateur d'évolution. Donc celui-là vise à vous donner une stratégie sur le long terme pour pouvoir voir comment pourrait évoluer l'exposition à un aléa considéré, ici la chaleur, pour le bâtiment qui est analysé. Cet indicateur d'évolution, il est donc prospectif. Il vous propose une grille d'analyse à différents horizons temporels, toujours les mêmes, de 2020 à 2090. Et cette fois, il modélise les trois scénarios du GIEC qui sont retenus pour la cartographie, donc le RCP 2.6, 4.5 et 8.5. Ce qui vous permet aussi d'avoir une analyse en fonction des tendances, des trajectoires, de celle qui serait la plus favorable à la plus défavorable, et de voir quelles pourraient être les dissimilarités dans le temps en fonction des différents scénarios d'émission du GIEC. Le volet droit, donc vous avez l'analyse qui est plutôt la vulnérabilité climatique du bâtiment. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui n'est plus prospectif. Ce sont des indicateurs fixes. Vous avez le même principe de représentation graphique avec un gradient allant de très faible à très fort qui vous donne la vulnérabilité climatique de votre bâtiment donc à cet instant T précisément, et qui s'appuie sur la matrice de vulnérabilité que vous a présenté Morgane tout à l'heure pour l'aléa chaleur. Donc chaque aléa dispose d'une matrice de vulnérabilité qui lui est propre et qui est conçue à chaque fois à partir des données d'entrée du bâtiment qui sont fournies dans l'outil Batadapt et d'un score qui est attribué à chaque caractéristique technique ou chaque enjeu d'usage par rapport à l'aléa qu'on va analyser. Généralement, cette matrice de vulnérabilité, donc elle est synthétisée dans le gradient de très faible à très fort, mais elle est ensuite déclinée par petits cartouches parce qu'elle considère plusieurs
on va dire, thématiques du bâtiment. Je ne vais pas dire parties parce que ce ne sont pas forcément des parties, mais par exemple pour la chaleur, on va avoir le paquet enveloppe, la question du rafraîchissement général du bâtiment, de l'environnement extérieur, donc une analyse plus à la partielle, et les usages. Et donc chaque manière de considérer les données d'entrée pour ces thématique bâtimentaire va avoir un score qui sera pondéré en fonction de son niveau d'implication dans la vulnérabilité climatique du bâtiment. Cette typologie, elle est variable en fonction de l'aléa qui est considéré. Par exemple, pour l'aléa feu de forêt, la vulnérabilité qui sera déployée la semaine, la semaine en cours ou la semaine prochaine, on considère les usages, les extérieurs et la structure du bâtiment. Mais il n'y a plus de question de rafraîchissement ou de réseau parce que c'est beaucoup moins pertinent par rapport à l'aléa considéré. De la même manière, inondation et précipitation, on va être vraiment sur des parties du bâtiment avec un focus sur le rez-de-chaussée qui est le plus vulnérable dans un bâtiment et les étages supérieurs seront moindres. Donc vraiment, cette typologie, elle est variable en fonction de l'aléa. Et la matrice est construite à chaque fois qu'on lance des travaux de R&D pour développer un modèle d'analyse sur un aléa. Une fois qu'on a créé donc des indicateurs pour l'exposition et des indicateurs pour la vulnérabilité, le couplage de ces indicateurs va nous donner une analyse de risque croisée qui, encore une fois, se présente de manière graphique allant de très faible à très fort et permet d'avoir une vision du risque, plus seulement de l'aléa ou des vulnérabilités et de l'exposition, mais vraiment une analyse de risque pour un bâtiment, pour le bâtiment qui est traité. Donc, vous avez l'analyse, le diagnostic par bâtiment, mais vous pouvez aussi avoir un diagnostic par patrimoine, à partir du moment où vous avez un compte membre ou un compte freemium, mais donc ça sera sur 10 bâtiments, et donc ça se permet d'avoir un diagnostic sur l'ensemble de la base de données. C'est une des fonctionnalités qui est offerte par Batadapt, et ce diagnostic patrimoine donc, reprend encore une fois les trois, l'exposition, la vulnérabilité et l'analyse croisée, et cette fois-ci, vous allez pouvoir visualiser rapidement la proportion de vos bâtiments qui sont plus ou moins exposés à un aléa, leur vulnérabilité en pourcentage et l'analyse croisée également en pourcentage, ce qui permet là encore de mettre en place des stratégies d'action et des plans d'action en sélectionnant donc les bâtiments qui seraient prioritaires pour l'amélioration de la résilience par rapport à certains aléas climatiques. Alors, la gestion de la base de données, ça va se présenter de la manière suivante. Donc, vous allez avoir des colonnes qui vous donnent votre bâtiment, généralement les données d'exposition de vulnérabilité pour chaque aléa. Vous pouvez exporter votre base de données, ajouter des bâtiments, donc elle est en évolution continue en fonction de vos besoins. Vous pouvez représenter soit en termes de liste, soit sous forme de carte. Et surtout, là, ce qu'on ne voit pas, mais Morgane va vous le mettre, vous pouvez paramétrer l'affichage. Si tu peux juste mettre ton curseur. Voilà. Donc, votre base de données, elle est évolutive et elle peut être transformée en fonction de vos besoins et de vos usages pour soit focaliser la visualisation à l'écran sur les indicateurs, soit sur les données d'entrée de votre bâtiment, soit sur la manière dont vous voudriez classer vos colonnes pour une sortie en format CSV qui permettra d'être réutilisée en interne pour vos reportings réglementaires ou pour être retraité après en ayant simplement les données de calcul qui sont effectuées par Batadapt et de pouvoir les réutiliser d'une manière qui vous est propre avec d'autres outils. Est-ce que tu peux passer à la suite ? Le troisième volet dont on a parlé, donc c'est la partie pilotage, recommandation d'action. Vous avez, une fois que vous avez fait votre analyse de parc ou de bâtiment, vous pouvez donc aller sur la partie recommandation d'action adaptative et vous obtiendrez en préalable un score de résilience.
Le score de résilience, il se présente donc sous la forme d'un donut. Il tient compte des actions qui peuvent être mises en place et qui ont été mises en place, chaque action ayant un nombre de points par rapport à l'aléa sur lequel elle a un impact en termes d'amélioration de la résilience. Il y a évidemment dans le guide des actions adaptatives des actions qui ne peuvent pas être mises en place pour certains bâtiments et qui sont donc considérés comme non applicables et qui sortent du score possible. Votre score maximal, il est marqué en dessous du score de résilience, donc score de résilience maximum 513 points. Il tient compte du score de résilience actuel et de la marge de manœuvre qui vous est indiquée sur votre droite et qui permet donc, après vous avez en dessous les actions d'adaptation que vous pouvez mettre en place, qui sont triés par ordre de priorité. Batadapt a vocation à devenir un outil de suivi et de pilotage. Donc, vous pouvez, par exemple, ici, on est sur adapter les fondations. Pas encore planifié, mis en place ou non applicable. À partir du moment où vous mettez en non applicable, vous le sortez du score. Mais si vous souhaitez le planifier, vous pouvez le mettre à une date précise ou mise en place, pareil. Et cela fera évoluer votre score de résilience en tenant compte du nombre de points qui est affecté à cette action d'adaptation par rapport aux aléas considérés. Typiquement, pour adapter les fondations, on va avoir un nombre de points important si vous êtes soumis au risque de retrait gonflement des argiles. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et ce score de résilience donc, permet aussi de voir l'évolution de la résilience de votre parc bâti et dans le cadre de la taxinomie européenne, de pouvoir présenter des plans d'action à 5 ans et de montrer une amélioration continue et progressive de la résilience de votre parc immobilier. Est-ce qu'on peut passer à la suite, Morgane, s'il te plaît? Oui. Hop, la suite, du coup. C'est à toi, la suite. Merci beaucoup pour la présentation de Batadapt. Donc, moi, je vais passer à la version territoire qu'on a brièvement évoquée en introduction. Donc, c'est une version qui a été déployée très récemment, donc c'est-à-dire cette année, sur la plateforme de résilience RA. Donc, je voulais revenir un petit peu rapidement sur la méthodologie du projet. Donc, on a travaillé l'année dernière à l'analyse des besoins des acteurs territoriaux. Donc, on a fait une vingtaine d'entretiens auprès d'acteurs des territoires et des experts des collectivités. Et on a organisé également une concertation avec ces mêmes experts et d'autres qui sont venus donc nous expliquer un petit peu ce qui était important pour eux à prendre en compte dans ce diagnostic d'analyse des risques climatiques. On a ensuite procédé à une phase d'identification des bases de données en open source qu'on pouvait intégrer à l'outil. On a ensuite intégré les données dans Batadapt pour créer ce module Batadapt Territoire. Et donc maintenant, on est un petit peu dans cette phase d'évaluation et test du diagnostic. Donc, on est en train de présenter cet outil Batadapt Territoire à différentes collectivités et on recueille des retours d'expérience afin de procéder à des mises à jour de l'outil en fonction des retours qu'on aurait pu avoir dans un processus d'amélioration continue. Ce projet, il est financé par l'ADEME, l'ADEME des directions Hauts-de-France et Île-de-France. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il est disponible que sur les régions Hauts-de-France et Île-de-France. Et il est issu d'un programme qui s'appelle les communs. Et donc, ce qui fait que cet outil est complètement libre et accessible à tous, puisqu'il fait partie donc de communs. Donc, voilà un petit peu pour cette méthodologie. Donc, comme Pauline, je vais vous présenter les 3 fonctionnalités qui sont en fait le pendant de Batadapt, c'est-à-dire les cartographies de risques et de caractéristiques du territoire, les diagnostics de risques sur le territoire cette fois-ci et les recommandations d'action. Donc, par rapport aux cartographies, donc, le parcours utilisateur a quelque peu changé par rapport à ce qu'on a sur les bâtiments, puisqu'en fait, on a la possibilité à l'entrée dans l'outil de sélectionner si on est plus sur un périmètre bâtiment ou territoire. Donc, quand on sélectionne territoire, on a accès à donc, ce parcours Batadapt territoire. On a la possibilité de choisir 3 échelles. Donc, on a une échelle commune, une échelle département et une échelle région, donc en fonction du périmètre sur lequel on veut faire une analyse de risque climatique. Et enfin, on a la possibilité de sélectionner directement la commune, le département ou la région concernée. Donc voilà un petit peu pour le choix de l'échelle et du périmètre. On a ensuite des cartographies d'analyse d'exposition. Donc là, ça va être des modèles qui sont directement rentrés dans l'outil. Donc, on n'est pas sur des indicateurs qui sont issus de bases de données en open source, mais on est déjà sur des croisements d'indicateurs.
Donc, ces indicateurs d'exposition, ils sont disponibles pour 3 horizons temporels que sont 2030, 2050, 2090, et pour le scénario business as usual, qui se rapproche, comme l'a dit Pauline, de la track. On a également, en plus de ces modèles d'exposition qu'on a développés pour l'instant pour 4 aléas principaux qui sont la chaleur, la sécheresse et les RGA, les précipitations, inondations et les feux de forêt. Donc, c'est les 4 aléas qu'on traite dans le cadre de Batadata Territoire. On a également, donc en plus de ces modèles d'exposition, des cartographies qui sont liées aux caractéristiques du territoire. Donc, ça va être lié par exemple à des politiques de la vie particulières, à des éléments de vulnérabilité socio-économique, à de l'artificialisation. Donc, on a en fait choisi les indicateurs territoriaux qu'on allait rentrer dans l'outil via la phase de concertation et d'entretien que je viens d'évoquer. Et enfin, la dernière visualisation cartographique qui change un petit peu de ce qu'on peut voir sur Batadapt, c'est qu'on a la possibilité de superposer une base de données qui regroupe tous les équipements du territoire. Donc, les équipements, c'est tous les services que vont rendre le territoire aux habitants et habitantes. Donc, par exemple, sur la carte, ce qu'on peut voir, les points bleus, c'est tout ce qui va être bâtiment d'enseignement. Donc, on peut sélectionner et visualiser tous ces équipements, mais on peut en plus les superposer avec les cartes d'exposition au changement climatique pour pouvoir visualiser en un coup d'œil où sont situés les équipements les plus exposés. Donc, voilà un petit peu pour cette dernière fonctionnalité cartographique. Donc, tout comme Pauline, on a également, je vais également vous présenter. Ah non, d'abord, je vais revenir brièvement sur les cartographies pour vous expliquer d'où sont issus donc, les modèles d'exposition qu'on voit en haut à droite de cette slide. Donc, ces modèles d'exposition, ils sont issus d'un projet qui a été mené par l'OID avec I4C. Donc, je salue mon collègue Christiane Molina qui était particulièrement engagé dans ce projet. Donc, ce projet, il s'appelle EcoTrack et donc c'est une commande du gouvernement pour I4CE pour pouvoir quantifier l'adaptation au changement climatique dans le territoire français en suivant les trajectoires de la track. Donc, nous, dans cette étude, on s'est occupé du volet bâtiment pour pouvoir leur fournir les volumes du parc bâtimentaire français qui sont exposés aux 4 aléas dont je viens de parler, donc les vagues de chaleur, les sécheresses et RGA, les précipitations, inondations et les feux de forêt. Donc, pour pouvoir avoir une idée de quel volume du parc est concerné par quel niveau d'exposition. Et donc, c'est de là que sont issus les modèles qui sont actuellement sur Batadata Territoire. Et donc, on a co-construit avec I4C. Donc, pour voir un petit peu plus en détail cette étude qui est assez intéressante puisqu'elle permet quand même de connaître les conséquences d'un réchauffement de plus 4 degrés en France sur les bâtiments et de voir un petit peu quel volume du parc sont exposés. Je vous ai remis, donc vous aurez bien sûr le diaporama à la fin de cette présentation et sur la slide, vous avez le lien vers l'étude et si vous voulez la consulter, elle est également sur notre centre de ressources Talwen que j'évoquais en début de webinaire. Donc, voilà pour les cartographies. Donc, on a ensuite une partie diagnostic. Donc, ce diagnostic, il va avoir 2 grands volets. On va avoir un volet exposition. Donc, ce volet exposition, on va pouvoir d'abord, c'est pas sur la slide, mais visualiser quelles surfaces du territoire sont concernées par quel niveau d'exposition. Et ensuite, on va croiser, donc comme dans la même logique que sur les cartographies, on va croiser les différents équipements. Donc, ici, j'ai repris l'exemple de l'enseignement. On va pouvoir avoir une sous-visualisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner le niveau d'enseignement concerné, donc ici enseignement du premier degré, et ensuite voir un peu le nombre d'équipements à risque selon les niveaux de risque et selon les aléas. Donc c'est ce que vous voyez sur la roue ici. Donc si on fait un petit exemple, on voit que sur la région concernée, on a 4462 équipements d'enseignement du premier degré qui sont concernés par un niveau d'exposition très fort pour la chaleur. Donc, c'est ce qu'on peut lire ici. Et donc, cette roue de l'exposition des équipements, elle est accompagnée à chaque fois par un texte. Donc, pour l'enseignement, par exemple, on remet pourquoi c'est important d'adapter les bâtiments d'enseignement au changement climatique et quelles des exemples de mesures d'adaptation avec des liens utiles pour adapter donc, ce type de bâtiment aux différents effets du changement climatique. Donc ici, les vagues de chaleur avec les courroies. Donc, pour la partie diagnostic, on reprend également tout ce qui va être les indicateurs territoriaux qui vont être liés aux caractéristiques du territoire. Donc ici, ce qu'on peut voir, que j'ai remis comme exemple, et il y en a d'autres, c'est une distribution du pourcentage de la surface du territoire par niveau d'îlot de chaleur urbain.
Donc, pour pouvoir visualiser un petit peu si c'est un territoire qui est très soumis à l'effet d'îlot de chaleur urbain et dans quelle proportion. Je vous ai remis également l'analyse sur l'artificialisation du territoire. Donc, pour ça, on se base sur les bases de données Corinne Landcover et on vous fournit le pourcentage de votre territoire qui est artificialisé, donc ici 21,6%. On reprend aussi de cette même base de données les surfaces couvertes par des forêts et espaces verts pour pouvoir voir un petit peu à quel pourcentage votre territoire est couvert par des espaces verts et des forêts. Et enfin, je vous ai remis également l'exemple de l'IDH, donc l'indice de développement humain sur le territoire. Donc ça, c'est pour vous présenter un petit peu les différentes caractéristiques du territoire qui sont visualisables dans le diagnostic, mais je vous invite à directement regarder sur le parcours territoire pour pouvoir visualiser à un territoire que vous choisirez les différents indicateurs. Pour le diagnostic, donc, on a également la possibilité de choisir un aléa en particulier pour approfondir un petit peu ce diagnostic. Donc ici, je vous ai mis l'aléa feu de forêt. Donc on va avoir toujours dans une logique d'analyse à 2050 le pourcentage du territoire qui est à risque très fort vis-à-vis de l'aléa. Et on a également des estimations sur les coûts qui sont issues des bases de données de la Caisse centrale de réassurance en particulier. Et donc, les données sur le coût, on sait que c'est quelque chose qui est très important et qui est très demandé. Donc, on introduit petit à petit ces éléments dans l'outil, que ce soit à travers le territoire. Et donc, on a une première approximation pour le territoire considéré de combien ça a coûté pour l'aléa feu de forêt. Et donc, ensuite, on a une répartition surfacique pour l'horizon proche, moyen et lointain des différents niveaux de risque. Donc, ça permet de visualiser, en fait, si c'est un territoire qui est très exposé au risque feu de forêt et à quel horizon on aura vraiment une exposition importante. Donc, ça, c'est pour la partie diagnostic. Et enfin, on a, comme Pauline l'expliquait et comme c'est construit dans nos deux outils, une partie recommandation d'action. Et donc, sur ces recommandations d'action, on va pouvoir soit revenir à la partie bâtiment pour pouvoir voir ce qui est possible de faire sur les bâtiments du territoire. Donc, ça va être exactement les mêmes visualisations qu'on avait sur la recommandation d'action dans le parcours bâtiment que Pauline nous a présenté. Mais on a également ajouté des actions qui sont pour les territoires. Et donc, on a une liste des actions adaptatives qui sont ventilées en fonction de si c'est à mettre en place sur tout le territoire, si c'est des actions qui sont à mettre en place pour des zones qui sont exposées moyennement ou fortement, et un volet d'action également pour des zones qui sont très fortement exposées au changement climatique. Donc, on a repris en fait ces actions de différents plans d'adaptation qu'on a pu trouver dans la littérature, mais aussi via les différents entretiens experts. Donc, ça permet d'avoir un outil un peu clé en main pour aider à construire des plans d'adaptation au changement climatique. Vas-y, c'est une question peut-être. Monsieur Pérou de la DREAL Occitanie, j'imagine. Bonjour, l'outil territoire serait-il déployé prochainement à l'ensemble des régions? Ça permet de faire la transition avec les perspectives, justement. Si tu veux y aller, Pauline. Oui, ok. Vas-y, passe-moi à la suite. Alors, on va en parler dans pas longtemps. Donc, juste pour vous rappeler les évolutions de la plateforme RAR depuis sa stabilisation dans sa forme actuelle, c'est-à-dire en 2022. Donc, vous pouvez constater juste visuellement sur le tableau qu'on a une accélération des intégrations et des développements. Donc, on a lancé en 2022 l'outil RAR. Le programme Biodiversity Impulsion Group a été lancé à la même année et on a eu les premières cartographies climatiques et les premiers indicateurs pour Batadapt et Biodibat. À partir de 2023, on a eu une grosse accélération donc sur Biodibat avec l'intégration de nombreux indicateurs, notamment celui d'état et de pression sur la biodiversité, le potentiel d'accueil et les premières analyses sur les co-bénéfices liés au rafraîchissement. Pour Batadapt, ça a été l'intégration de sécheresse et RGA et de grand froid, avec les deux indicateurs, on va dire, qui avaient été développés historiquement, qui étaient donc chaleur et précipitation. Nous amenons à quatre aléas.
Ensuite, avec l'accélération, enfin le lancement du programme BAP, Batadapt Acceleration Program, on a pu continuer à développer l'outil Batadapt on commençait également les travaux préliminaires pour développer un nouvel outil qui devrait sortir début 2025, qui sera Enerbat pour l'analyse donc des énergies renouvelables et des performances énergétiques du bâtiment. Donc, en 2024, donc l'année actuelle, on a développé pour Batadapt les indicateurs d'aléas feux de forêt, d'exposition qui sont sortis en avril et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour fin juin, on aura la vulnérabilité également. On travaille sur un modèle Caraïbes pour tempêtes et vents violents, des travaux sur les dynamiques littorales également. On vient d'obtenir, on est lauréat du dispositif France 2030 pour développer en lien avec Batadapt, même si ce sera un module spécifique, un outil spécifique pour le retrait-gonflement des argiles qui s'appellera donc ArcVip. Donc ça, c'est un projet de recherche et développement qui démarre en juin, financé par l'ADEME. Ce module spécifique au RGA sera un commun comme Batadapt Territoire et permettra de venir enrichir aussi les travaux dans Batadapt sur ce qui a déjà été réalisé pour l'aléa sécheresse et RGA. Du côté Biodibat, on a depuis, ça vient de se terminer, donc c'est déployé cette semaine, les co-bénéfices pour gestion des eaux pluviales. Le groupe biodiversité travaille actuellement sur un indicateur d'impact pour les projets, donc on serait plus en amont des projets de construction, ce qui est pour le moment peut-être la phase la moins traitée et la moins évidente pour nos outils. C'est possible de réaliser des analyses, mais c'est peut-être moins pertinent que pour du bâtiment existant. Donc ça serait un premier indicateur qui serait vraiment spécifique au projet de construction. Et il y a un projet de Biodibat territoire. Et pour répondre à la question qui a été posée, donc Batadapt Territoire a été déployé en mars 2024 pour les régions Île-de-France et Hauts-de-France, comme vous l'a dit Morgane, et l'objectif est de le déployer à d'autres régions et d'autres territoires, d'organiser des ateliers tests. Donc cet outil, il a vraiment vocation à s'étendre avec le concours des directions régionales et des agences régionales si possible. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le dispositif, il va falloir, c'est intéressant de vous rapprocher de Morgane Moulier pour contribuer donc au déploiement de Batadapt Territoire. On devrait avoir très prochainement des indicateurs d'énergie et de l'environnement sur RAR. Donc, ça serait le rapatriement des indicateurs qui sont pour le moment encore sur notre centre de ressources Taloen. Donc, ça, c'est une migration et un enrichissement qui est prévu pour la fin d'année 2024. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il y a des travaux de R&D qui sont en cours pour l'ensemble des outils. Il y a aussi tout un travail d'amélioration continue qui a pris de plus en plus de proportions en 2024, notamment via le programme BAP, mais pas seulement. Donc là, on est sur des travaux d'amélioration de design et d'ergonomie, donc UX, qui devraient arriver d'ici la fin juin également. Des travaux, un chantier important aussi sur l'accessibilité de la plateforme pour les personnes avec des handicaps sensoriels type malvoyants, mais aussi surdité. Donc, on travaille vraiment sur des chantiers d'accessibilité pour que ça soit ouvert au plus grand nombre. On a également un gros chantier de développement, d'amélioration des fonctionnalités via le développement d'une API
qui nous a été demandé par de nombreux membres et partenaires. Donc, Batadapt et RAR devraient se doter d'une API pour faciliter donc, les transferts d'informations, notamment des indicateurs, et leur retraitement par d'autres outils internes à certaines entités. Donc, beaucoup de chantiers en cours plutôt sur les fonctionnalités et l'amélioration continue de l'outil pour en faire un outil de place qui soit vraiment le plus opérationnel et le plus adapté à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'immobilier, aussi bien les collectivités que les gestionnaires d'actifs, que les maîtres d'œuvre. Donc vraiment, on travaille actuellement sur ces travaux et sur ces perspectives. Et on a beaucoup de projets qui devraient aboutir d'ici fin 2024 et début 2025. Effectivement, merci beaucoup, Pauline. Du coup, je voulais vous remercier déjà de votre attention. Et vous avez le contact donc, de l'Observatoire. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, si vous êtes intéressé par Batadapt Territoire ou Batadapt, il y a également un numéro de téléphone associé. Et je crois qu'on a 7 petites minutes pour prendre des questions. Je vais arrêter le partage, comme ça, ce sera plus simple. Hop. Alors. On a donc répondu à la question si ce serait prochainement déployé à l'ensemble des régions. Donc, c'est effectivement notre objectif. On est en train de se rapprocher des différentes directions régionales, notamment de l'ADEME, en ce sens. Il y a une question de Laura, plutôt pour toi, j'ai l'impression, Pauline. Oui. Laura Edelman sur... j'ai perdu la question, pourquoi elle a bougé? Ah, bonjour, pouvez-vous expliquer l'enjeu d'un usage ERP sur la vulnérabilité du bâtiment vis-à-vis de la chaleur? À partir du moment où on a des établissements qui reçoivent du public, on va avoir une masse importante de personnes avec différents statuts socio-économiques, et généralement la réglementation pour les ERP en termes de prévention est les plus importantes que simplement pour les bureaux qui sont soumis au Code du travail. Donc, il va y avoir un aspect un peu réglementaire et aussi surtout une disparité en termes d'usagers, sachant qu'un ERP est supposé être accessible aux personnes avec différents types de handicap qui, en cas de risque ou d'exposition à certains aléas, vont être plus vulnérables que d'autres personnes. Donc, il va y avoir un coefficient de vulnérabilité d'usage qui est imputé par principe aux ERP. Merci, Pauline. Encore une question plutôt côté Batadapt. Bonjour, de Thibaut Gagneux. Comment jugez-vous la qualité de l'outil et rapport Batadapt en comparaison des audits résilience que certains bureaux d'études proposent? Tu veux répondre, Pauline? Sinon, je peux répondre aussi comme tu veux. Bah, vas-y, si tu as... Alors, ce qu'on dit, c'est que ça ne peut pas se substituer à un audit résilience in situ parce que les données qu'on va récupérer sur le terrain seront forcément beaucoup plus précises et beaucoup plus pertinentes que les données qui seront rentrées dans l'outil. L'outil RAR, il se positionne avant la mise en place de ces différents outils de résilience pour pouvoir identifier les bâtiments ou les zones sur lesquelles il est prioritaire de s'attaquer aux enjeux d'adaptation au changement climatique ou de biodiversité pour l'outil Biodivat. Ok. Alors, il y a une question sur la taxinomie de Thomas Delmas. Je ne sais pas Oui. si... Ouais. Les outils répondent-ils totalement ou seulement partiellement aux exigences de la taxinomie, identification des aléas et proposition de solutions adaptatives? Alors, nous, il a vraiment l'outil Batadapt, on va dire que c'est un peu une de ses raisons d'être, de répondre aux impératifs réglementaires de la taxinomie. C'est une demande de la plupart des membres de l'OID qui sont majoritairement assujettis donc à ce besoin de reporting réglementaire. Et du point de vue, on va dire,
du retour d'expérience qu'on peut avoir de la part de nos membres, ils sont relativement satisfaits de ce que permet de faire Batadapt par rapport à ces exigences réglementaires. S'il y a peu de retraitement derrière des données, on le sait aussi par retour d'expérience, donc ils vont utiliser plutôt brutalement, pardonnez l'expression, les indicateurs en exportant les synthèses qu'ils peuvent obtenir sur Batadapt ou en faisant des captures d'écran à l'échelle des bâtiments et de leur parc immobilier. En revanche, c'est un outil en amélioration continue dans les différents comités techniques qui intègrent des membres, mais aussi dans les comités stratégiques des programmes comme BAP. Il va y avoir des demandes qui remontent pour toujours améliorer l'outil et qui soit de plus en plus précis et pertinent par rapport aux impératifs réglementaires. Donc, dire qu'il y a une marge d'amélioration, ça c'est certain, c'est pas un outil parfait, mais en l'état, il répond aux exigences de la taxinomie. Merci beaucoup, Pauline. Ensuite, il y a une question. Oui, vas-y. Ouais, les données de vulnérabilité des bâtiments proviennent de quelle source? Alors, les données de vulnérabilité des bâtiments, c'est vrai qu'on n'a pas trop insisté là-dessus parce que, en fait, sinon, ça nous fait perdre beaucoup de temps, puis c'est pas facile à présenter de manière fixe. Morgane vous a présenté le modèle de nos outils, donc l'exposition liée à l'adresse et l'analyse de la vulnérabilité liée aux caractéristiques techniques et aux enjeux d'usage. Les caractéristiques techniques et les enjeux d'usage, c'est un formulaire d'entrée, de données d'entrée qui est rempli par l'utilisateur. Ça peut être un utilisateur unique pour l'aspect open access ou ça peut être pour les gestionnaires de patrimoine, ceux qui ont des gestions de bases de données pour l'ensemble de leur parc de bâtiments. Ce formulaire présente une liste de questions assez exhaustive sur les critères techniques et les caractéristiques intrinsèques du bâtiment. Donc on a dit la façade, les matériaux utilisés, le nombre de niveaux, la date de construction, il y aura aussi sur les espaces extérieurs, donc à l'échelle de la parcelle, l'environnement immédiat du bâtiment, comment il est géré, de quoi il est composé, et des questions sur les usages. Donc, ce sont des données d'entrée qui sont fournies par l'utilisateur. Plus elles sont exhaustives, plus l'analyse de la vulnérabilité est précise. Et en fond aussi, un certain taux de remplissage n'est pas rempli, on va avoir une impossibilité de faire des calculs de vulnérabilité. Donc, nous, on a bridé, on va dire, nos traitements pour que si on n'a pas de données d'entrée, en fait, on ne vous fait pas d'analyse de la vulnérabilité. Ça n'aurait aucune fiabilité, ça n'aurait aucune utilité. Donc, il nous faut un minimum de matière et on a bien conscience du biais déclaratif et de la limite du récolte de certaines informations. Donc, en fonction de certains items, il y en a 10 qui sont assez faciles à remplir, mais il faut les remplir, sinon ça ne marche pas, qui vont être la date de construction, le nombre d'étages, la mitoyenneté, le type de bâtiment, est-ce que c'est du résidentiel, est-ce que c'est des bureaux, enfin voilà, donc 10 items clés et faciles qui permettent d'imputer un profil à votre bâtiment par l'algorithme de Batadapt. Ces profils de bâtiment, ils sont construits sur le programme Profil qui a été réalisé en partie coordonné par le CSTB et d'autres partenaires, qui a donc identifié des profils types pour les bâtiments français. Avec comme seule lacune, et qui nous intéresse, nous, pour Batadapt et beaucoup nos membres, le grand tertiaire. Et en reprenant la méthodologie du programme Profil, les équipes internes de Batadapt ont réalisé des profils types sur le grand tertiaire, en s'appuyant notamment sur la littérature scientifique et technique qui existait sur le sujet et des entretiens à dire d'experts. Donc, en fonction de si vous n'avez pas toutes les infos pour remplir les données d'entrée sur la vulnérabilité, il y aura un profil type qui pourra être attribué à votre bâtiment en fonction de 10 items clés qui permettent donc de définir globalement le type de bâtiment qui est considéré. Super. Merci beaucoup, Pauline. Du coup, je vois qu'il est 12h01. Ce que je vous propose, c'est que j'ai bien vu les 2 dernières questions dans le chat. Je vous enverrai un mail pour y répondre
de façon exhaustive, j'espère. Et donc, je vous remercie tous et toutes une nouvelle fois pour votre écoute. Et on reste à votre disposition pour toute question, pour toute demande, pour toute opportunité d'amélioration de l'outil. On est vraiment ouvert et on veut vraiment récolter au maximum les différents retours du marché, que ce soit côté plutôt secteur immobilier ou côté territoire. Donc, vraiment, on est à l'écoute. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, merci beaucoup et puis bon après-midi. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.